Alors, nous allons tout de suite pour notre élément. Sachez qu'aujourd'hui, nous parlerons de la gestion des congés. C'est déjà les vacances, les congés de Noël pour les fêtes. Les tout petits, c'est sûr qu'ils iront en congé, mais pour les plus grands, c'est à nous de gérer ces congés-là. Élément illustratif et notre docteur Laura sera en notre compagnie. À tout de suite. Congé, une pause école ou travail qui donne plus de fil à retordre aux parents qu'aux enfants. Loisirs, sport et jeux, visites aux amis et parenté, révision des cours et travaux ménagers. La liste est longue et les parents auront à choisir selon leur convenance. Comment occuper sainement les enfants tout en évitant qu'ils ne s'ennuient ou qu'ils soient oisifs? Une question qui hante tout parent soucieux de l'épanouissement de ses enfants. Ceux qui sont à l'âge de l'adolescence sont les plus difficiles à satisfaire. Ils sont très nombreux à passer une grande partie de leur temps sur les réseaux sociaux. Ils écouteront d'une oreille bien distraite les avertissements des parents concernant les abus dans ce domaine. Pendant ces périodes de congé, tout le monde en alerte. Pourquoi? Parce que les servantes, ça ne suffit pas. Il faut que les parents aussi soient vigilants. Parce qu'en général, qu'est-ce qui se passe? Moi, qu'est-ce que je fais? Avant d'aller dormir, je prends mes clés. Parce que si tu ne prends pas les clés, ils te laissent, ils font semblant, ils te laissent, tu t'en vas dormir et puis après, ça sort. Ils peuvent ouvrir et puis sortir. Donc moi, je dis rien, je laisse. Quand tout le monde est au lit, je ressors, je vérifie et puis j'enlève mes clés. Ça, c'est pour la nuit. Les retenir à la maison, c'est d'abord mes conseils. Quand je viens, je leur dis que j'ai rien dehors, à la maison est mieux. Pour les plus petits, le choix est vite fait. Les parents feront de cette pause un temps dédié à l'apprentissage, balayer, nettoyer, aider à la cuisine, histoire de leur faire aimer les travaux ménagers. Et ces parents, pour qui congé ne rime pas avec arrêt des cours, répétiteurs et exercices sont au programme. Je préfère que les enfants s'adonnent plus aux études. Voilà, parce que l'école ne s'arrête pas. C'est juste un temps de répit pour que l'enfant puisse faire le vide dans sa tête. Et puis après, vaquer encore à l'école. Mais si pendant les congés, l'enfant doit voyager à tout moment, ça fera qu'au retour des congés, ça sera difficile que l'enfant puisse suivre ses camarades. Nous faisons un programme, un programme de sortie avec les enfants, choisir les lieux qu'eux-mêmes voudraient et trouver tout ce qui pourrait les rendre heureux pendant ces moments-là. Et sans oublier, garder un moment, comme j'ai dit, là on fait un programme, donc il y aura un programme encore d'études. On les laisse dormir normalement, ils se réveillent soit à 9h, ils prennent leur bain, ils prennent leur petit déjeuner et puis on leur donne des exercices à faire. Les congés servent au repos, disent les spécialistes. Obliger son enfant à étudier peut rendre ses efforts contre-productifs. Mais travailler des notions scolaires en gardant un côté ludique peut s'avérer plus efficace. Avec les congés, c'est l'école qui fait la pause. Et ce serait l'idéal si le travail de papa ou de maman faisait aussi une pause au même moment, pour des moments familiaux plus agréables. Le casse-tête des parents et de tous ceux qui sont dans la sphère familiale, c'est bien sûr la gestion des congés. Congés, par rapport aux vacances, c'est un peu une période un peu plus courte. Vous avez tout pour nous contacter, pour poser toutes les questions que vous voulez dans la ferveur des fêtes de Noël. Docteur Tanon Laura, bonjour. Bonjour, bienvenue. Marcelin. Alors, tout de suite, la gestion des congés, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, la gestion des enfants pendant les congés, ça implique une organisation et ça implique aussi le regard des parents dans le timing et dans les occupations de ces enfants-là qui, contrairement aux jours habituels, sont censés rester à la maison ou du moins ne pas se rendre à l'école. On sait que l'école, c'est le métronome qui gère les journées, les semaines des enfants. Alors, pendant les congés, cette école la ferme, il y a une pause. Donc, à quoi occupons-nous les enfants? À quoi les enfants s'occupent-ils? C'est la question de gérer les enfants pendant les congés scolaires et cela demande beaucoup de prudence parce qu'il ne faudrait pas penser que l'oisiveté autorise toutes les activités à nos enfants. D'accord. On est tous d'avis que le congé, c'est dans une petite, c'est une petite durée de temps. Une pause pendant, contrairement aux vacances. Alors, comment meubler ce petit laps de temps-là pour le timing, dans le timing de la journée et tout ça? Eh bien, quelle que soit la durée de la pause que l'école ou les structures octroient aux enfants,
Il faut sérier. Alors, découper cette période de repos en plusieurs étapes. La première, c'est le repos. Il faut décrocher du stress habituel, du pic d'activité. Donc, l'enfant a besoin d'une pause et le repos. Dans l'élément, une maman l'a dit, il faut que l'enfant puisse dormir. Mais l'enfant ne va pas passer tous les congés à dormir de 20h à 11h, par exemple. À ce moment-là, ce ne serait pas une bonne organisation. Donc, découper les congés en plusieurs étapes. La première période, le repos. Ensuite, occuper l'enfant à travers des activités de détente. Troisième étape, préparation à la reprise. Et la quatrième étape, c'est la reprise à proprement parler. Certains parents disent, pour ne pas désapprendre, il faut maintenir en toile de fond l'apprentissage scolaire ou la révision. Donc, du premier jour des congés jusqu'au dernier jour, ils vont faire venir le répétiteur. Ce n'est pas la bonne méthode dans la mesure où l'enfant qui a beaucoup travaillé a besoin de se reposer pour laisser les choses se tasser. Docteur, on va faire le point avec Alix. Découper, ça c'est la première étape où il y a le repos. Oui. Après, deuxième étape, occuper l'enfant. Troisième étape, préparation à la reprise. Quatrième étape, reprise. Là, on a déjà parlé de découper. Alors, où maintenant, moi, je vous interpelle, c'est occuper l'enfant. On occupe l'enfant comment? Par le mouvement, par l'indolence, avec des jeux à la maison, ou bien on fait en sorte qu'il change d'air. Comment ça se passe? Eh bien, il y a plusieurs types d'occupations. Au sein de la maison, au sein de la famille, il y a des activités et des tâches auxquelles l'enfant peut s'adonner. Déjà, le fait d'être en congé doit apporter une main supplémentaire aux tâches ménagères. L'enfant, par exemple, qui sort de l'école, de la maison tôt pour aller à l'école, a un bon prétexte pour ne pas participer, par exemple, au rangement de la maison, à faire son lit. Mais pendant la période de congé, il n'a plus cette excuse. Donc, il n'y échappe pas. Il n'y échappe pas, il ne devrait pas y échapper. Malheureusement, certains parents ne font pas la part des choses et laissent le même rythme, c'est-à-dire l'enfant ne fait pas son lit, il ne range pas ses jouets, il ne débarrasse pas son assiette, il ne fait rien pour contribuer au fonctionnement de la maison. Les congés sont un bon prétexte pour que l'enfant mette la main à la tâche, non seulement pour apprendre, mais aussi pour pouvoir savoir comment tenir une maison parce qu'il ne va pas rester indéfiniment dans le cocon familial. Alors, on devrait faire intervenir le facteur âge. Tout à fait. Différents âges, quel est pratiquement et concrètement ce qu'on devrait... Mais pour les tout petits, on va leur demander des tâches qui ne vont pas les mettre en danger. C'est-à-dire de quel âge à quel âge? On va dire les maternelles. Les maternelles? Puisqu'on parle des enfants on peut leur demander de laver le toit de la maison quand même. Non, les maternelles, eux, ce qu'ils font, ils jouent beaucoup. Donc déjà, ils vont ranger leurs jouets. Mais pour ranger les jouets, il faudrait qu'il y ait un endroit dédié. Donc on peut avoir un coffre à jouets, on peut avoir un espace pour ranger les jouets. Mais ça veut dire qu'il faut organiser aussi l'espace. On ne va pas demander à l'enfant de ranger les jouets sans lui indiquer un endroit dédié. Donc les parents aussi ont leur part à faire. Quand les enfants ont fini de jouer, que ce soit seuls ou avec leurs amis qu'ils ont invités à la maison, il faut que tous ces petits-enfants-là contribuent à remettre la maison en état. Il ne faut pas attendre que la nounou vienne le faire à leur place. Même si ce n'est pas bien fait, ils font leur part et la nounou vient compléter après. Mais ne pas laisser la maison sans dessus-dessous en se disant ils sont petits, ils ne peuvent pas ranger. S'ils peuvent déranger, c'est bien qu'ils peuvent ranger. Docteur, ça c'est les plus petits. C'est ça. Maintenant, après, quand on passe à une autre tranche d'âge, par exemple à de partir 5 de à 5 8 à 8 ans. Les 5 à 8 ans, ils sont déjà, pour la plupart des enfants en milieu urbain, ils sont connectés. Donc ils vont plus aller sur les jeux vidéo, mais en milieu rural, ce n'est pas forcément la même chose. C'est le cerceau. Voilà, en milieu rural... Le champ. Au champ, quand les parents les y invitent. Mais il y a des parents, même en milieu rural, qui se disent « mon enfant va à l'école, je ne dois plus lui apprendre à manipuler la machette ». Mais c'est une erreur parce qu'il faut que l'enfant fasse des activités en dehors de l'apprentissage scolaire parce que ça lui permet de développer des aptitudes qu'il a et de comprendre mieux son environnement. Et rien que pour sa culture générale, on ne peut pas se dire enfant de cultivateur et ne pas savoir comment on prépare la terre pour, par exemple, les semences. Donc, il faut, pour sa culture générale, sortir l'enfant de son train-train quotidien et
lui donner l'occasion de mettre la main à la pâte pour les activités extrascolaires. Pour les plus grands, les collégiens, il faut des activités qui sont de leur âge. Ils sont en âge d'adolescence ou de préadolescence, donc des activités qui vont compléter les informations qu'ils cherchent, leur apprendre par exemple à utiliser les TIC, leur téléphone, les ordinateurs à bon escient, c'est-à-dire les accompagner, les encadrer. Il y a aussi le fait que les enfants sortent ou reçoivent du monde à la maison. Lorsque nos enfants doivent sortir, nous devons être en contact avec les parents qui vont les accueillir, savoir où ils vont, pourquoi, parce que lorsqu'en tant que parents, nous nous manifestons à d'autres parents, même sans les connaître, cela oblige l'autre parent à avoir l'œil sur les enfants qu'il va recevoir. Et ça nous permet aussi, entre parents, de communiquer sur le contenu des activités de nos enfants. Ce qui implique aussi la bonne connaissance des règles. Lorsque notre enfant va chez des gens, nous devons lui avoir appris au préalable à respecter les règles en vigueur dans les maisons des autres. Donc l'enfant, s'il est bien élevé, ne devrait pas se conduire sans tenir compte des règles de la maison qu'il accueille. Tout comme l'enfant qui vient chez vous doit être bien reçu, mais ce n'est pas pour autant qu'il va faire comme s'il était chez lui, transposer les règles ou les comportements bons ou mauvais qu'il a chez lui, chez vous. Donc la bonne conduite est une clé, un outil que nous devons donner à nos enfants avant de les amener dans d'autres maisons. Et concrètement, là, ce planning-là, il s'exécute via, bien sûr, le personnel à la maison, puisque malheureusement, les congés ne coïncident pas forcément avec ceux des parents. Avec les congés des parents, tout à fait. Le parent est responsable de ce que j'appelle la feuille de route des enfants. Si les enfants ont des activités comme la piscine, le sport, la danse ou autre chose, c'est le parent qui va organiser, c'est-à-dire dire l'heure, indiquer l'heure. Le personnel de maison ne fait qu'exécuter une feuille de route tracée par les parents. Donc l'heure à laquelle ils vont sortir de la maison, l'heure à laquelle ils vont entrer, et il y a des extras. Parfois, quand les enfants vont dans une activité à l'extérieur de la maison, ils peuvent se laisser emporter par le courant de leurs amis qu'ils ont croisés et qui, après, par exemple, la danse ou la natation, doivent aller au cinéma. Votre enfant, s'il n'était pas prévu pour aller au cinéma, ne doit pas se greffer de façon imprévue sur cette activité-là. Ce n'est pas une bonne habitude que d'improviser ou de laisser l'enfant « Papa, je dois aller à la piscine, mes camarades s'en vont ». Ce n'était pas prévu. Quand ce n'est pas prévu, ce n'est pas prévu. Il faut que tout soit planifié pour apprendre à l'enfant la planification et le respect d'une feuille de route. Parce que le suivisme aussi, des fois, ça conduit à des drames, hein, Tout à surtout fait. avec les enfants. Alors, docteur, il y a plusieurs thèses qui s'affrontent. Il y en a qui sont pour le fait que les enfants coupent, mais radicalement, avec leur environnement. Donc, voyage. Il y en a qui disent que non, l'enfant doit rester, comme vous avez dit tout à l'heure, rester, s'intégrer, être en immersion et puis être en adéquation avec d'autres pans du quotidien qu'il ne voit pas quand il est à l'école. Finalement, qu'est-ce qu'on fait? Mais écoutez, il faut savoir faire la part des choses. L'enfant part en voyage. Si, par exemple, l'enfant doit aller en voyage dans une autre famille où il n'y a personne pour passer du temps avec lui, ça ne sert à rien. Si c'est pour aller en France, pour s'asseoir dans un salon pendant que les autres sont au travail, ça ne sert à rien. Il faudrait que le voyage puisse profiter à l'enfant. Mais le fait de couper, on ne parle même pas de ce qu'il attend là-bas, mais le fait de couper même avec son quotidien, de ne même plus voir, quelque part, ça a du bon. Ça a du bon, mais il faut relativiser. Parce que couper avec son quotidien, ça peut être quitter ma maison et aller m'ennuyer, me tourner les pouces dans une autre maison, ça ne vaut pas la peine. Alors que je peux être dans mon même espace et créer des activités innovantes ou des activités inhabituelles parce que l'école ne me permettait pas de les faire. Si, par exemple, je peux recevoir des amis pour faire, je dis n'importe quoi, un goûter, un brunch, c'est une bonne chose. On peut même se faire des après-midi récréatives avec les enfants. Et si les parents ont la chance d'avoir des congés au même moment, c'est l'occasion rêvée pour faire des activités parents-enfants. Donc on peut couper mais planifier. Couper, planifier. Couper mais planifier. Voilà. Le dépaysement est
un plus, mais ce n'est pas un objectif. Parce que dépayser pour dépayser, sans contenu derrière, pas bon. Ça ne vaut pas le fait de rester chez soi avec des activités. Et ça, on l'explique à l'enfant. constructives. On l'explique à l'enfant. Bon, Bien tu vas sûr. voyager. Ta mère et moi, on a décidé que tu voyages. Voilà, quand tu t'en vas, voici comment tu dois te tenir. Et puis, voici ce qui est proposé là-bas. Et puis, on sera en contact. Prévenir les Ça, c'est personnes. bon. Mais C'est il ne la faudrait bonne pas que attitude. les consignes soient données juste... L'enfant va prendre ça pour des consignes de voyage. Parce que la bonne tenue, ce n'est pas circonstanciel. C'est pour toute la vie. Donc, il ne faudrait pas lier les consignes de bonne tenue à des circonstances de voyage. La bonne tenue, c'est un élément, un outil qu'on doit arborer tous les jours de sa vie. Donc, quand l'enfant a déjà cette bonne tenue-là, ça se ressent dans son comportement et les gens qui vont le recevoir vont vous appeler pour vous féliciter. Et il y a une chose qui est très intéressante. Il y a des parents qui se plaignent de leurs enfants. Mon enfant ne m'écoute pas, il ne fait jamais ce que je veux, il est désordonné, il est indiscipliné. Mais quand vous les envoyez dans d'autres familles, On les apprécie. il arrive qu'on vous appelle pour vous féliciter, pour vous dire l'enfant, il a vraiment épaté les autres parce qu'il est sage, il est discipliné. Vous l'avez bien éduqué. Voilà. Et les parents sont souvent surpris. Donc, c'est là l'un des avantages de confronter nos enfants à d'autres familles pour leur permettre de voir d'autres modes de fonctionnement de famille. Et nous-mêmes, parents, pour nous permettre aussi d'évaluer ce que nous avons donné à nos enfants comme outil d'autonomisation. Comme les mamans le disent, il faut faire 2 marchés pour faire la différence. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, on va partir maintenant sur la préparation à la reprise. Oui. On s'est bien amusé, on s'est organisé, on s'est occupé. Oui. Préparation à la reprise. La préparation à la reprise, c'est déjà ressortir les sacs parce que si vous remarquez bien, lorsque les enfants sont en congé, ils jettent les cartables loin, 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 loin. Et souvent, c'est sous une pile de vêtements qu'on retrouve le cartable. Donc déjà, à partir de la moitié On a du des temps... parents qui payent au moins 3 cartables par Oui. an. Je dis ça, je dis rien. À partir de la moitié du temps des congés, commencez à localiser le matériel scolaire. Le localiser, passer en revue, parce qu'il y a des cahiers qui sont restés à l'école ou chez des amis et on ne s'en aperçoit pas dans l'immédiateté des congés. Faire le point si l'enfant est à jour ou pas. Tout ça, regarder, faire le point et reprendre, proposer un planning de préparation à la reprise. Il ne faudrait pas que ce soit la veille de la rentrée scolaire qu'on demande à l'enfant où est ton cahier de géographie et ta trousse et tes stylos pour augmenter le stress de la reprise. On coupe le temps en deux. À mi-parcours des congés, déjà, on commence à anticiper et planifier sur la reprise par l'identification du matériel scolaire et la programmation d'une révision. Docteur, est-ce que parfois, il n'y a pas des congés un peu plus chargés que d'autres? Si, Par bien exemple, sûr. on a les fêtes de Noël avec le réveillon du Nouvel An. Ça n'a pas la même connotation, par exemple, qu'une autre fête, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas un débriefing, je veux dire, psychologique? Parce que l'enfant a vécu énormément d'émotions. Tout de suite, est-ce que... Et on sent ça dans les notes des premiers jours de la reprise. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que parent à ce niveau-là? Un débriefing psychologique? Ben, la reprise, elle se fait tout doucement. Donc, plus l'enfant aura déconnecté, plus la reprise sera difficile. C'est pour cela que j'ai proposé, à mi-parcours du temps de congé, commencer à planifier et à préparer. Très bien. La baisse des notes se ressent le plus souvent chez les parents, chez les enfants, dont les parents ont improvisé la reprise. Ils n'ont pas préparé. Des fois, c'est au moment de les ramener à l'école le matin que le parent demande « Est-ce que j'ai signé tes cahiers de correspondance? Est-ce que tu as tous tes cahiers » Et l'enfant qui ouvre son sac dans la voiture pour dire « Ah, papa, j'ai oublié mon classeur, je n'ai pas signé. » C'est ce genre d'enfants-là qui ont des chances d'avoir une reprise difficile. Par contre, si on s'est réapproprié progressivement les notions et puis le concept même du travail scolaire, normalement, la reprise devrait se faire en douceur. D'accord. En tout cas, il faut beaucoup s'appuyer sur le découpage. Tout à fait. En début, loisirs, amis, révision, organisation. Oui. Et puis, enfin, la reprise. Ben, la reprise, déjà, il y a des petites astuces pour ne pas être débordé. Qui dit reprise dit nouveau départ. Donc, pour ne pas être débordé, ce que je suggère aux parents, c'est que tout le matériel, y compris les chaussettes, les sous-corps et les chaussures, soit préparé la veille et un inventaire, bien mise à mis jour en évidence. Tout l'inventaire, tout le matériel est prêt
la veille avant d'aller au lit. Ça évite le rush du jour de la reprise, du matin de la reprise. Parce qu'il faut le dire, lorsque les enfants sont en congé, les parents s'octroient un peu plus d'oxygène parce qu'ils n'ont plus la pression de les déposer à l'école, de faire les embouteillages et tout. Donc, c'est la reprise pour les enfants, mais c'est aussi la reprise pour les parents qui vont à nouveau intégrer les enfants dans leur timing. Donc, ils vont avoir aussi un petit pic de stress lié au fait d'intégrer les enfants à leur planning journalier. Dans tout ce qu'on a dit pendant les congés des enfants, les enfants sont seuls. Est-ce que les parents ne peuvent pas des fois s'intégrer dans les congés aussi? Mais si possible pour les parents qui le peuvent, parce qu'ils ne travaillent pas 24 heures sur 24 quand même. Aligner leurs congés, mais lorsque ce n'est pas possible, essayer de rentrer un peu plus tôt pour pouvoir faire des activités et que les enfants puissent sentir la présence des parents pendant leur congé. Autrement, si les parents ont le même rythme de travail et d'absence pendant les congés, les enfants vont ressentir plus lourdement cette absence-là, d'autant plus qu'ils seront livrés à eux-mêmes, entre parenthèses, ou directement sous la tutelle du personnel de maison, ce qui n'est pas l'idéal pour les enfants. Donc, les parents doivent s'obliger ou s'efforcer à être présents, une figure présente lorsque les enfants sont à la maison pendant les congés. S'intéresser à ce qu'ils font. Si on ne peut pas être présent physiquement, appeler, discuter avec les enfants. Pendant la pause déjeuner, passer un appel à la maison, voir ce que les enfants mangent avant, pendant ou après le repas, s'intéresser à ce qu'ils font. Et dîner le de soir, plus en plus en famille, réveillonner, oui, avoir et cette surtout, culture-là du réveillon. Débriefer sur la journée, lorsqu'on rentre, quel que soit l'état de fatigue, s'intéresser ou faire semblant de s'intéresser à ce que les enfants ont fait. Parce que par moment, les enfants ont envie de raconter leur journée aux parents, mais les parents ne sont pas réceptifs. Et si ça continue comme ça, les enfants vont arrêter de vouloir raconter leur journée. Donc, lorsque vos enfants vous racontent leur journée, même si ça vous ennuie, il faut écouter, sourire, s'émerveiller, les féliciter, les encourager et leur donner vos avis sur ce qu'ils vous racontent. Alors, docteur, dans l'intervalle de la préparation à la reprise et la reprise, ce n'est pas que les études. Hein. Toute la journée, ce n'est pas que études. Non, ce n'est pas que études, parce qu'on a dit, en toile de fond, ce serait bien qu'il y ait les tâches ménagères. Si l'enfant veut réviser dans sa chambre ou sur la table à manger... Des tâches ménagères ou des tâches récréatives? Le mot ménagère me gêne. Ménagère, parce que ça parle de l'entretien de la maison. Donc, l'enfant a son espace. Faire la poussière et tout, c'est quelque chose. Selon l'âge, bien entendu. Selon l'âge, bien sûr. Mais selon l'âge, l'enfant, il aime bien rincer les assiettes. Donc, on ne va pas donner une marmite. Je l'assurance. Une marmite de 10 kilos à un enfant de 3 ans. Par contre, on peut lui donner sa cuillère, son couvert à laver. Non seulement ça lui fait plaisir, mais ça l'emmène à l'apprentissage de faire la vaisselle. Quand vous passez dans des endroits et vous voyez des enfants de 6-7 ans devant des piles de vêtements à laver, hein, pendant les vacances, hein, pendant les congés. Ce sont eux qui les ont salis. Donc, ça leur apprendra à moins salir les vêtements aussi. Mais un enfant de 7 ans, parfois, quand même, faut... À quel âge précisément on peut... Ben, écoutez, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Vous savez, la différence entre l'éducation africaine et l'éducation occidentale, c'est que dans l'éducation occidentale, il y a des dinettes pour faire comme. Alors que dans la culture africaine, on apprend en situation réelle. Il y a des vraies choses pour faire. Ben, on apprend en situation réelle, parce que la temps. petite fille de 5-6 ans au village, elle va mettre son petit frère de 6 mois, 7 mois au dos. Parfois, la tête même de celui qui est au dos dépasse la tête de la personne qui le porte, tellement l'enfant est petit. Donc, on apprend en situation réelle. La petite ne va pas faire semblant de mettre une marmite au feu. Elle va allumer le feu pour que sa maman vienne cuire le repas. Mais tout ça, c'est encadré. C'est encadré, tout à fait. C'est encadré. C'est l'encadrement là-bas qui veille, qui Voilà, c'est l'encadrement le plus important parce qu'à ce moment-là, on sait comment préserver l'enfant du danger. Il ne faudrait pas... Il y a eu un moment où il y avait beaucoup d'accidents domestiques parce que justement, pendant les congés, les parents laissaient des enfants de 7-8 ans seuls à la maison en leur disant « allume le fourneau, tu chauffes le reste de nourriture de la veille pour donner à tes petits frères. » Question. Désolé, question. Monsieur Boisbré qui dit, tout ça, c'est une affaire de planification. C'est vrai que tout ne dépend pas du développement, mais dans nos pays, à l'époque, dans notre pays, le président Oufou avait initié la vague des voyages, des colonies de vacances qui étaient de mise dans les écoles. Aujourd'hui, chaque enfant fait ce qu'il veut. Les parents sont lointains, d'où le bordereau d'enjaillement et beaucoup de fléaux. Est-ce qu'il ne faut pas revenir aux fondamentaux du temps d'Houphouët-Boigny? Bon. Mais les colonies de vacances
court toujours, hein, c'est le ministère de la Jeunesse et des Sports qui est en charge. Ce que les gens ignorent, c'est que toute structure éducative peut initier une colonie de vacances parce que le ministère de tutelle est là et a droit de regard sur ces organisations-là. Donc, dans toute colonie organisée avec les autorisations requises, il y a des personnes du ministère qui sont dans le staff de management des colonies. Donc, il suffit juste de vous rendre au ministère de la Jeunesse et des Sports. Il y a un service dédié qui vous encadre dans l'organisation d'une colonie de vacances. Et c'est une bonne chose parce que ça permet aux enfants d'être pris en charge par des professionnels pour des périodes de loisirs. Et puis les plus petits ont des comptes, tout ça, on leur raconte des comptes avec des professionnels, n'est-ce pas, docteur? Exactement. En tout cas, une planification bien minutieuse. Il faut découper les congés en début, à la mi et à la fin et organiser en tout cas toute cette, on va dire, cette période de repos et d'aération pour les enfants. Voilà. Nous, on va essayer de s'aérer juste après le générique, mais vous, on vous demande de rester encore en compagnie des programmes de RTI.